presque parti. Ça y est. Mesdames, Messieurs les députés, merci d'être là. Nous recevons la coordination rurale Union nationale, François Lucas, son président d'honneur, qui va, comme à l'habitude, nous faire 10-15 minutes d'intervention, à la suite de quoi je vous donnerai la parole pour vos questions. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et très honoré de pouvoir venir vous parler ici des États généraux de l'alimentation, mais à travers ça également de la situation que nous connaissons, parce qu'il est évident que vos responsabilités vous amèneront à vous pencher aussi sur la question et peut-être à apporter votre parole et vos idées à ce qui se discute en ce moment. Alors, je voudrais quand même retracer le contexte dans lequel se tiennent ces États généraux de l'agriculture. Dans une situation agricole, je suis aujourd'hui en retraite, j'ai 65 ans, que de mémoire d'agriculteur, on n'a jamais connu. Les agriculteurs ont tous connu des crises ici ou là. Aujourd'hui, on est dans une crise généralisée et avec une invisibilité totale sur l'avenir. L'espérance de jours meilleurs, aujourd'hui, dans la tête des agriculteurs, se rapporte à peu près à la probabilité qu'on a de gagner le gros lot au loto. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun élément tangible, objectif, pour se dire « ça ira mieux demain ou après-demain ». Ils ont déjà serré à peu près tous les boulons qu'ils pouvaient et devaient serrer sur leurs exploitations, en termes de coûts de production, mais aussi ils sont au-delà du raisonnable en temps de travail sur leur ferme, parce qu'on en parle peu, on parle des problèmes économiques des agriculteurs, mais, et là on touche directement à l'emploi, lorsqu'un agriculteur doit essayer de garder l'équilibre économique de son exploitation, il regarde son compte d'exploitation et les postes de dépenses, les incompressibles, les compressibles. Et malheureusement, mais on ne peut pas leur reprocher, lorsqu'il y a un poste salaire et charges sociales, l'agriculteur se dit « Ah, celui-là, finalement, il va falloir y toucher. À quel prix? Peut-être en modifiant un peu ses productions, mais surtout en se disant bah, « Maintenant, je vais faire le travail que je faisais faire ». Et ça se traduit par des semaines à 80 heures, avec des agriculteurs donc, qui sont évidemment fatigués, souvent, et on ne peut pas leur reprocher, ils s'aigrissent, ils ont tendance à se considérer comme des victimes parce qu'ils ne se sentent pas responsables de la situation qu'ils connaissent, et on leur donne raison. Vous savez malheureusement que certains n'arrivent plus à assumer cette situation et que de plus en plus prennent une décision définitive et dramatique. Qui est responsable de cette situation? Les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs? J'aurais tendance à dire oui, puisqu'ils n'achètent pas assez cher leurs produits. Mais ça, c'est la réflexion, je dirais, à peu près du degré zéro. Parce que quand on y regarde de plus près, chacun, à sa place, se comporte humainement, normalement. Le distributeur cherche à gagner de l'argent. C'est, je crois, dans notre société relativement normal et légitime. Alors vous me direz, oui, mais il en gagne trop, peut-être. Le transformateur, lui, on aura moins tendance à dire qu'il en gagne trop parce qu'on sait que, sans être un défenseur des industries agroalimentaires, que la partie pour elle n'est pas non plus très facile. Est-ce que c'est le consommateur qui devrait de lui-même augmenter ses prix d'achat? On ne peut pas lui demander pour un tas de raisons, parce que d'abord on est dans une logique économique libérale, et puis aussi parce que le consommateur n'est pas muni de moyens considérables et que lorsqu'on a la responsabilité
de soi-même ou d'une famille, on a le devoir de gérer au mieux. Et quand on a des produits alimentaires moins chers, qui sont de bonne qualité, pourquoi reprocher aux consommateurs d'avoir fait cette démarche? Non, le coupable, je pense que c'est un système qui permet aujourd'hui de faire fonctionner un secteur aussi important que l'agriculture sur un mode inconcevable dans le reste de l'économie. Ni sur le plan économique, bien sûr, ni même sur le plan social. Imaginez une entreprise qui, à la fin du mois, au moment de rémunérer ses salariés, leur dirait « c'est dommage, ce mois-ci, non seulement je ne peux pas vous rémunérer, mais j'ai même besoin d'un peu d'argent de votre part, sinon l'entreprise va périr ». Ça vous paraît inconcevable? C'est inconcevable. C'est ce que nous vivons en agriculture maintenant, pour certains, depuis 3 ans. Alors, certains me disent, ben moi, ceux-là sont plutôt plus âgés, 50, 55 ans. Ça y est, j'avais mis de côté pour ma retraite, j'ai plus rien. Et l'an prochain, je ne sais pas. Le responsable, donc, ou la situation qui autorise ces aberrations, c'est la politique agricole commune. Loin de moi l'idée de dire il faut en sortir. Mais près de moi la conviction que la politique agricole commune ne joue plus son rôle, n'atteint plus ses objectifs, qui, je le rappelle, étaient dans le traité de Rome, vous me direz c'est ancien, mais ont été rappelés dans l'article 39 du traité de Lisbonne, mot pour mot, et qui évoquent quand même 5 objectifs dont on peut dire que, hormis des prix raisonnables aux consommateurs, et encore, je dis, est-ce que des prix raisonnables aux consommateurs sont des prix qui mettent l'économie par terre puisqu'ils ne permettent pas à leurs producteurs de vivre? Mais hormis ce point-là, le reste est à côté. Je vous rappelle simplement que la politique agricole européenne commune a pour but de permettre aux agriculteurs d'atteindre un niveau de vie équitable, a pour but de stabiliser les marchés. Je dis rien que sur ces 2 points-là, puisqu'on nous parle beaucoup de volatilité, ça veut dire quand même que la stabilisation des marchés, c'est fini, ça existait. Alors, ça vous paraît loin des États généraux de l'agriculture. Les agriculteurs qui sont donc, pour une grande partie, dans cette situation totalement déprimée et dépressive, lorsqu'ils ont entendu, au cours de la campagne électorale, un candidat se démarquer et dire que s'il était élu, il prendrait en considération le problème agricole et qu'il le prendrait à bras-le-corps et qu'il y aurait des États généraux, les agriculteurs avaient cru entendre de l'agriculture et de l'alimentation. Ils se sont simplement limités à être de l'alimentation. Mais les agriculteurs ont mis beaucoup d'espoir en se disant « enfin, on ouvre les yeux et on va traiter notre situation ». Ces États généraux, aujourd'hui, on est à mi-chemin pour la première série. La coordination rurale a des représentants dans tous les ateliers. Et lorsque les comptes rendus nous arrivent de ces représentants, on a d'ailleurs tiré le signal d'alarme par 2 fois, dont hier avec un communiqué de presse, c'est à la fois un grand étonnement et surtout une grande déception, parce qu'on a l'impression que l'on traite de beaucoup de sujets, mais qu'on ne traite pas du problème, du prix que les agriculteurs perçoivent pour leurs produits. Un problème de méthode sans doute d'abord, en ayant saucissonné le sujet en plusieurs ateliers. On se retrouve régulièrement face à l'objection oui, le problème que vous soulevez là n'est pas à traiter ici, mais dans un autre atelier. Comment mieux valoriser les produits agricoles? Comment rendre de la valeur ajoutée aux agriculteurs? Dans l'atelier, il est assez logique que certains évoquent, par exemple, les circuits courts, la restauration collective. On nous dit non, oubliez, ce n'est pas dans cet atelier, ça va être discuté ailleurs. Alors, moi, je suis dans l'atelier qui traite de la façon de remonter le prix payé aux agriculteurs. Lors de la première réunion, bon, alors d'abord, on est
55 parties prenantes, comme on dit, hein, dans une salle qui est un peu plus grande que celle-ci, mais où vous comprenez bien que le temps de parole est forcément très limité. Notre atelier, le numéro 5... Ne rajoutez pas, parce que là, il souffre de moi tous les jours, hein, ce sujet-là. Vous allez avoir beaucoup de sympathie dans la salle. Oui, mais c'est pas votre sympathie que je cherche à avoir. C'est simplement peut-être vous confirmer qu'il risque d'y avoir une grosse déception chez les agriculteurs, dont on ne sait pas après sur quoi elle peut déboucher. Mais en tout cas, lorsque on est rentré dans la réflexion, diagnostic, proposition, j'ai cru qu'on allait effleurer au moins dans le diagnostic le problème des prix trop bas payés aux agriculteurs, le problème des prix qui, lorsqu'ils sont payés, provoquent un déficit et donc ruinent les agriculteurs. Et en fait, si on l'a effleuré à travers deux exposés du service des statistiques du ministère de l'Agriculture et de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, qui tous les deux ont conclu manifestement il y a un problème de prix trop bas pour les agriculteurs, le troupeau a vite été remis dans le bon parcours avec une troisième intervention d'un think tank. On m'a dit qu'en fait, ce n'était pas vraiment un think tank, le think tank des Échos, think tank agroalimentaire, où on a eu droit à une présentation qui nous a vite rendus humbles et modestes. Moi, ça m'a plutôt mis en colère, en nous disant que la réponse au prix trop bas, la réponse simpliste, c'était de les augmenter. Mais ça, c'est simpliste. Les vraies réponses, c'est de baisser les coûts de production. Je vous disais qu'on avait serré tous les boulons et que je compare certains agriculteurs à la situation qu'ont ces malheureux sans-abri qui ont, je dis, réduit leur charge au maximum parce qu'ils n'ont plus de charge. Ils sont sans-abri, ils sont sous les ponts, charge zéro. Beaucoup d'agriculteurs en sont arrivés à ce point, c'est-à-dire que, hormis l'état des cours de ferme qui sont quelquefois d'un désordre qui est choquant parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils n'ont plus le goût, c'est aussi l'état de leurs installations et de leur matériel qu'il faut voir. Avec aujourd'hui des matériels abandonnés parce que les agriculteurs n'ont pas les moyens de les faire réparer. Donc, réduire les coûts, je n'ai pas bien saisi ce qui nous restait comme marge. La deuxième piste, c'est de lutter contre la volatilité, parce que la volatilité est un facteur évidemment dépressif pour les prix. On ne nous a pas expliqué comment. Et la troisième solution, que tous étaient en train d'oublier, c'est l'exportation, parce que l'exportation permet d'alléger le marché national. Et on est parti avec ces axes de travail, ce qui, quand même, m'a amené à m'étonner qu'on n'évoque absolument pas les problèmes liés à la politique agricole commune, qui a comme caractéristique depuis 1992, en gros, de s'être ouverte au marché mondial via l'OMC et d'avoir abandonné à peu près tous ces outils et qui font que, lorsque j'évoquais la culpabilité des uns et des autres dans les prix bas, c'est la culpabilité de personne, c'est la main invisible du marché qui nous amène des prix avec lesquels on ne peut rien comprendre parce que ce sont les prix des moins-disants mondiaux qui n'ont rien à voir ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan politique avec nous. Je pense aux Brésiliens, je pense aux Argentins, mais je pense aussi à d'autres compétiteurs comme les Indiens ou les Chinois ou les Canadiens qui, pour le malheur des agriculteurs partout, se trouvent à être transformés en gladiateurs. Donc, la politique agricole commune, je me suis étonné qu'on n'en parle pas. La réponse qui m'a été faite, c'était qu'on ne pouvait pas ici parler de la PAC, on devait faire avec, et qu'on était là pour trouver des solutions françaises. Je ne désespère pas, après la deuxième réunion, être revenu à la charge, qu'on finisse quand même par évoquer, parce que c'est le coprésident, M. Ayrault, François Ayrault de chez Danone, qui en fin de réunion, en évoquant le prochain relevé de conclusion, a dit il est vrai qu'on a peut-être quand même omis un point important, c'est celui de la question de la formation du prix. On va réfléchir pour voir comment on pourra peut-être l'aborder la prochaine fois. Voilà, alors, je vois que ça fait 14 minutes 30 déjà que je parle.
Je voudrais simplement ajouter que ces états généraux de l'alimentation devraient être un moyen, non pas de régler tous nos problèmes, puisque, je le répète, une partie des problèmes ne peuvent se traiter qu'à Bruxelles. Et là, j'espère que politiquement, vous en êtes conscients, et que même si on dit que les choses sont compliquées, tout est compliqué, et l'Europe est compliquée, que vous saurez quand même convaincre nos responsables d'alerter Bruxelles, de ne pas se contenter de dire on attend tranquillement 2020, de ne pas faire comme certains préconisent, attendre même 2025, ce qui est, enfin, on peut dire, presque criminel ou alors totalement irréaliste, mais que notre solution, nous, passe par une approche radicalement différente des sujets agricoles au niveau international. Nous plaidons pour ce que nous appelons l'exception agriculturelle. À l'image de l'exception culturelle qui, elle, a été admise, il nous semble que l'agriculture mondiale est tout à fait légitime pour revendiquer également cette exception agriculturelle, de façon à permettre à chaque pays, au groupe de pays, d'être souverain en matière agricole. J'attirerai simplement votre attention sur deux choses. Chaque jour disparaissent 25 000 êtres humains morts de faim ou de misère. C'est 8 Twin Towers par jour. Et parmi ces 25 000, il y a 16 000 enfants de moins de 5 ans. Qui est responsable de ce massacre? Peut-être qu'un jour, un tribunal pénal international se posera la question, et peut-être qu'à ce moment-là, un certain nombre de gouvernants se sentiront quand même ciblés. C'est le deuxième point que je relie avec celui-là, c'est que sur le plan géopolitique, mépriser la misère que vivent ces gens dont une partie disparaît, c'est mépriser la misère de paysans, parce que la plupart de ces gens sont des paysans, et c'est la main invisible du marché qui se transforme et qui tient une gigantesque faux, parce que cette exception agriculturelle n'est reconnue pour personne. Voilà, je m'arrête là, et maintenant je vais avec plaisir et peut-être avec difficulté répondre aux questions qui vont vous venir. Merci. Je suis sûr que ce sera très facile. Donc je vais appeler dans l'ordre Madame Barbara Bessot-Ballot, ensuite Monsieur Ramos, Madame Ménard et Madame Oconi qui nous fait l'honneur de la visite. Désolé, je n'ai pas l'habitude de prononcer votre nom puisque vous ne faites pas partie de cette commission. Je pense que vous êtes membre de la commission Développement durable. Donc Barbara Bessot-Ballot du groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, merci. Effectivement, dans ces EGA, la première bataille essentielle, avant de parler d'avenir, d'innovation, d'investissement, c'est bien le revenu de nos agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est bien de ceux-là dont il faut porter la voix aujourd'hui. Et c'est donc dans ce climat d'urgence pour eux, en fait, qu'il faut en faire une priorité absolue, en tout cas à mes yeux. Vous parlez, pour répartir la marge, il ne faut pas partir du prix au consommateur, mais du champ de l'agriculteur, de ses charges, de son coût de production. Est-ce que vous parlez donc de coefficient multiplicateur? Et quelles sont donc les propositions aussi? On a bien fait un état des lieux de ces personnes, des agriculteurs les plus pauvres. Quelles sont donc les propositions pour arriver à retrouver ce revenu essentiel pour, encore une fois, les agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Merci. Merci. Richard Ramos du MoDem. Oui, tout d'abord, Monsieur Lucas, merci. Vous êtes le représentant de ce qu'on sent sur les territoires, c'est-à-dire la détresse de nos agriculteurs. On la sent monter. Elle est réelle dans des gens qui aiment bien leur métier. Donc, je pense que vous avez été aussi, vous, un très, très bon représentant de ce que nous, on sent sur le terrain. Je peux vous assurer qu'à la Commission des affaires économiques, nous n'avons eu de cesse de parler du prix. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est dit dans les ateliers où vous étiez, mais sachez qu'ici, les parlementaires que nous sommes, n'avons eu de cesse, au fil des intervenants, de parler du prix et de la répartition de cette marge. Donc vous êtes au bon endroit pour parler de ces sujets-là. Ma question est relativement simple. On a vu également que, allez, on va le dire comme ça, l'un des grands problèmes, c'est la grande distribution. Chacun des intervenants nous dit, finalement, c'est là que ça achoppe. Alors ma question, c'est, si vous aviez une mesure à défendre, mais une seule,
quelle serait-elle pour qu'on puisse contraindre, et j'emploie les mots, la grande distribution à faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition de la marge? Merci. Madame Emmanuelle Ménard, non inscrite. Merci, Monsieur le Président. Emmanuelle Ménard, je suis députée de l'Hérault, donc ça ne vous étonnera pas, ça n'étonnera personne. Ici, je vais encore vous parler du vin et de la viticulture. On en parle, mais on n'en boit pas beaucoup ici. Hein. Je suis d'accord. J'aimerais bien que les députés qui viennent des régions, de temps en temps, nous apportent quelques bons produits. Chiche. Mais bon, on en reparlera. Au repas des États généraux, il n'y avait pas de vin. Bon. Ah oui, on bosse aux États généraux. Bon. Aussi, du coup, j'ai déjà plus de 30 secondes. Parmi vos 11 propositions en matière de viticulture, 2 ont retenu plus particulièrement mon attention. La première concerne les surtranspositions françaises de la réglementation européenne. Vous proposez donc d'interdire l'importation des produits qui ne répondent pas aux exigences françaises en matière de production. Comme je ne suis pas sûre que vous serez suivi dans cette direction, est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'atteler en priorité à une véritable harmonisation des réglementations, mais au niveau européen, et cesser cette espèce de surenchère au niveau national? La deuxième proposition, qui est pour vous la 9e, est plus technique et concerne la relance à l'aide aux mous concentrés. La semaine dernière, en visitant les caves coopératives de ma circonscription, donc dans l'Hérault, cette revendication est en effet revenue à plusieurs reprises. Pourquoi certains vignerons sont obligés d'avoir recours à ces mous concentrés, qui donc ne sont plus aidés, et quand dans d'autres régions, l'utilisation de saccharose, bien moins chère, est acceptée? Et est-ce qu'il n'y a pas lieu d'harmoniser également les réglementations en France même? Merci. Merci. Et donc, Madame Sophie Oconi pour le groupe Les Constructifs. Oui, c'est ça. Oui, merci, Sophie Oconi. Oui. Les questions les plus importantes ont été posées. Nous mesurons tous sur nos territoires combien le monde agricole souffre. Notre modèle économique et social est mis en difficulté pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que, vous l'avez très bien indiqué, parce que c'est quand même la seule activité économique finalement qui part en début d'année sans savoir combien il va produire et ni le prix, ni à quel prix. Donc premier sujet, effectivement, la volatilité des prix, et puis le fait que le consommateur n'est pas responsabilisé parce qu'il ne sait pas comment sont répartis les prix. Or, vous savez que pour les valeurs énergétiques, par exemple, il est très bien expliqué sur les différentes factures la répartition du prix du produit, à savoir qu'est-ce que perçoit le producteur, qu'est-ce que perçoit le distributeur, bref, l'État à travers les taxes, bref. On a une parfaite répartition du prix dans les valeurs énergétiques, et je trouverais intéressant que le consommateur soit responsabilisé en sachant exactement, en payant un produit agroalimentaire ou un produit agricole, eh bien qu'il sache ce qu'il donne à qui. Premier sujet. Deuxième sujet, et vous l'avez très bien exprimé, la surtransposition des directives européennes en droit français. J'ai été parlementaire européenne. J'ai travaillé pendant 5 ans dans cette belle institution. Et j'ai pu mesurer sur chacun des textes combien la France voulait être plus blanche que blanche, plus vertueuse que la vertu. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je me souviens que le président Macron, ainsi que le Premier ministre, se sont engagés au moment de leur présentation de politique générale. Ils se sont engagés non seulement à ne plus surtransposer, mais au-delà de ça, à revenir sur les précédentes surtranspositions. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet sur lequel nous devons ensemble et collectivement nous battre. Dernière chose, et j'en arrêterai là, nous avons un sujet d'actualité, le glyphosate. Le glyphosate, aujourd'hui, il est, d'un point de vue scientifique, démontré que nous pouvions continuer à travailler avec celui-ci encore pour 18 mois, en attendant que des recherches complémentaires soient faites. Or, une fois de plus, la France dit, ben non, nous, on va certainement en arrêter l'usage. C'est dramatique, parce qu'une fois de plus, c'est une forme de surtransposition. La Commission européenne autorise cet usage pendant 18 mois, le temps de faire des recherches et des recherches scientifiques et techniques. Laissons faire les choses, et une fois de plus, mettons... Et enfin, donc c'était pas la dernière chose, et enfin... je pense que les états généraux de l'agroalimentaire et de l'alimentation... C'est vrai, mais
C'est la première fois que je viens, peut-être la dernière. C'est bien plus difficile parce que là, il coupe. Donc, les États généraux ne devraient-ils pas aboutir à la conclusion suivante que la France peut obliger les producteurs à un certain nombre de contraintes, peut normer leur activité, mais à ce moment-là, ne doit-on pas avoir les mêmes obligations pour les produits qui sont importés sur nos territoires? Merci. Et puis, excusez-moi de ce manque de discipline, je me suis laissé un peu aller pour une fois. Vous auriez dû me le rappeler, mais c'est une nouvelle venue, donc on est gentil avec les nouveaux venus. À vous. Merci. Alors, il n'y a pas de favoritisme régional ici. Alors, oui, pour la question, Mme Barbarin. La préoccupation, combien d'agriculteurs sont-ils en dessous du seuil de pauvreté? Je ne peux pas vous répondre. On a des chiffres qui ont été lancés par un organisme qui n'est pas soupçonnable de les torturer. C'est la Mutualité sociale agricole qui dit, en 2016, plus de la moitié des agriculteurs ont gagné moins de 354 € par mois. Moins de 354 € ne vous dit pas combien ils ont gagné, mais vous dit quand même à quel niveau de revenu ils se trouvent, sachant que dedans, il y en a qui n'ont pas gagné moins de 354 €, mais il y en a qui ont perdu, qui sont en déficit. Et les 354 €, vous savez que c'est le seuil d'éligibilité pour le revenu d'activité. Donc, quand on a affaire à une masse comme celle-là, je pense qu'on ne peut plus se poser la question de savoir comment sortir la tête de l'eau à cette moitié, mais force est de constater que c'est l'ensemble de l'agriculture qui, aujourd'hui, est en perdition. Une commission des comptes de l'agriculture et de la nation qui publie 2 fois par an des statistiques sur le revenu, non pas des agriculteurs, parce que là aussi, on ne parle pas du revenu des commerçants, on ne parle pas du revenu des artisans, et le revenu des agriculteurs, c'est difficile à en parler, mais qui parle du revenu net des exploitations. Il a baissé de 23% entre 2016 et 2015. Donc, la situation pour nous, c'est l'ensemble de l'agriculture qu'il faut traiter. Et à ce niveau-là, on ne peut pas régler le problème par un coefficient multiplicateur. On est pour le coefficient multiplicateur, surtout lorsqu'on est dans des situations de crise. Et ça s'applique, on l'a réclamé depuis longtemps, il n'a jamais été appliqué, il avait été passé dans la loi, aux fruits et légumes par exemple. Je caricature, mais il y a surabondance d'abricots. Si on avait un système de coefficient multiplicateur plafonné, le prix des abricots baissant parce qu'il y a pléthore à la production devrait baisser aussi à la consommation. Or, la grande distribution en particulier n'applique pas un coefficient multiplicateur plafonné, mais en gros maintient sa marge maximale. Et si le prix de l'abricot baisse à la production, le consommateur, au détail, ne retrouve pas cette baisse. Donc, le marché ne peut pas jouer, puisque si le consommateur ne retrouve pas cette baisse, il ne va pas se précipiter pour en acheter plus. Alors que si le coefficient multiplicateur était plafonné, la baisse à la production se traduirait par une baisse à la distribution, et les consommateurs, dans ce cas-là, compenseraient la pléthore en consommant plus. Là, même quand il y a beaucoup d'abricots, certains disent c'est trop cher, j'achète des yaourts comme dessert. Donc, le coefficient multiplicateur ne peut pas être l'alpha et l'oméga du traitement à appliquer à l'agriculture. Je me répète, ce traitement passe par une reprise en main de la politique agricole d'un bout à l'autre. Vous savez, on parle du coefficient multiplicateur, mais si vous regardez aujourd'hui les producteurs de grandes cultures, les grandes cultures, en gros, c'est les céréales, les oléoprotéagineux, ils vous disent, pour la 2e année, on va travailler à perte. Eux, le coefficient multiplicateur, ça ne leur dit rien, puisque ce qu'ils vendent, ni les circuits courts d'ailleurs, parce que ce qu'ils vendent par l'alimentation du bétail est exporté ou est éventuellement transformé pour la meunerie. Donc là, le coefficient multiplicateur ne peut pas jouer. Pour le lait, il ne peut pas jouer non plus. Et vraiment, alors, j'ai exposé quand même dans cette question de partage de la valeur, parce que c'est quand même c'est sous-tendu par la question suivante. C'est que
en fait de partage de la valeur ajoutée dont on nous a parlé, l'approche est pour nous biaisée parce que quelle est la valeur ajoutée à un produit par un agriculteur lorsqu'il passe de 1,5 kg de semences à la récolte de 4 tonnes de colza. Son 1,5 kg de semences de colza peut lui donner 4 tonnes de produits finis. Mais où est-elle la valeur ajoutée? Comment compte-t-on le travail des micro-organismes du sol? Comment compte-t-on l'effet de la lumière qui a permis donc à la, j'appelle ça la matrice de la vie. L'agriculture, c'est une histoire liée avec la biologie. Donc, pour nous, on ne demande pas un partage de la valeur ajoutée, on demande que soit donnée la juste valeur à ceux qui la produisent, à ceux qui produisent la valeur initiale, les agriculteurs, et qu'ensuite on parle de valeur ajoutée pour le reste de la filière. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une valeur qui soit reconnue pour nos produits. Alors, quand bien même on demanderait à la grande distribution, mais on pourrait viser aussi les transformateurs, de mettre leur marge à zéro, elle ne réglerait pas le problème des agriculteurs quand on est si loin du coût de production par rapport au prix du marché. Un producteur de lait, aujourd'hui, pour vivre normalement, devrait vendre son lait autour de 420, 400... Non, là on rémunère le producteur à un SMIC. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'un agriculteur choisit ce métier pour gagner un SMIC en faisant 70, 80 heures par semaine? Dans ce cas-là, il va aller chercher autre chose ailleurs. Donc, l'Observatoire de la formation des prix et des marges, je le dis, c'est autour de 420, 430 euros tonne. Aujourd'hui, on est à 320. Quand bien même on partagerait les marges, l'agriculteur arriverait à 350. Il n'est toujours pas à son prix. Et si vous mettez les marges des autres à zéro, on arrive à une impossibilité économique pour les autres aussi. Donc, je ne vais pas dire que la grande distribution est blanche et qu'elle n'est pas, dans le jeu de la guerre des prix, le principal acteur. Mais ce que je dis autant à la grande distribution qu'aux transformateurs, c'est qu'ils ne sont que des soldats de la guerre des prix. Ce n'est pas eux qui la décident. Et je reviens à la question de savoir qui lance cette guerre des prix et qui la laisse se dérouler ou l'organise. Et on est au-delà, je reviens, c'est une question politique. Donc je ne pense pas, parce que si c'était vrai, à la limite, on en prendrait les moyens et on aurait une porte de sortie. Demander à la grande distribution de régler notre problème n'est pas une solution parce qu'elle n'en a pas les moyens. C'est choquant, les profits de la grande distribution, d'autant plus qu'ils tombent dans quelques poches, dans quelques actionnaires ou quelques familles. Donc je reconnais que c'est choquant. Mais quand bien même tous ces profits seraient remis aux agriculteurs, ça ne suffirait pas, puisqu'on est aujourd'hui à la peine, c'est par milliards d'euros qu'il manque aujourd'hui les ressources nécessaires aux agriculteurs. Donc je crois qu'on est d'ailleurs assez gêné parce que les États généraux de l'alimentation ont tendance à orienter le feu des projecteurs sur des responsables qui, pour nous, ne sont pas les vrais responsables. Je répète, ce sont les soldats de la guerre des prix, mais ce ne sont pas ceux qui la dirigent. Et il faut donc empêcher... parce que n'oubliez pas les règles du droit de la concurrence française, européenne. Qu'est-ce qui va empêcher un grand distributeur, si on se met d'accord pour que, en France, on achète le lait, le pain, les grandes matières premières agricoles à un prix qui soit rémunérateur pour les producteurs? Qu'est-ce qui va empêcher ces intervenants de dire « mais moi, je passe la frontière, je vais de l'autre côté du Rhin et je trouve ce que je veux à beaucoup moins cher, même si ce n'est pas produit directement en Allemagne, si ça vient de Pologne ou d'ailleurs. Rien ne l'empêche, on est dans un marché ouvert au niveau européen et ce marché européen est ouvert sur l'extérieur. Donc, en gros, c'est mettre... on est avec une sorte de tonneau percé, on peut remettre toujours plus d'eau dans le tonneau, on est limité. Et ce qu'il faut, c'est donc, j'évoquais l'exception agriculturelle, il faut arriver à ce que l'Europe puisse protéger ses frontières vis-à-vis des perturbations sur les prix
provoquée par la volatilité du marché mondial et par cette concurrence des moins 10 ans. On n'a que cette solution. Et j'attire votre attention sur le procès assez facile fait à notre aval. Je ne défends pas notre aval. Nous considérons qu'il y a un énorme problème, par exemple, au niveau de nos coopératives, en particulier de nos grosses coopératives. On le signale dans les États généraux de l'alimentation, parce que même si ça n'est pas apparent dans les thèmes, pour nous, c'est un problème parce que dans cette guerre des prix, les coopératives y participent aussi parce qu'elles aiment conquérir des parts de marché, y compris à l'export. C'est assez facile quand la variable d'ajustement, c'est l'adhérent de base et qu'on a conquis un marché en vendant moins cher et en se disant c'est pas grave puisqu'on paiera aussi moins cher le producteur. Sur la viticulture, alors l'harmonisation des législations, oui, mais comme toute chose européenne, on nous explique que c'est très difficile. Et c'est pour ça que nous prenons, pour l'instant, cette mesure conservatoire de dire, puisqu'on n'harmonise pas, eh bien, on va considérer que notre standard doit être équivalent sur les produits qu'on importe. Simplement parce qu'on en rêve de l'harmonisation. Mais vous avez évoqué la façon dont les différents pays transposent. En gros, on a la France qui qui écrit qu'il faut impérativement. Il y a des pays qui écrivent qu'il faut, et il y a des pays qui écrivent qu'il serait bien d'eux, avec la même directive. Donc, avant d'arriver à remettre tout le monde d'accord et à faire remonter par la réglementation avec des majorités introuvables au niveau des instances européennes, c'est pour ça que nous considérons que le mieux, c'est de dire nous, on a notre standard français, et si vous voulez rentrer chez nous, vous rentrez avec le même standard, sinon on ne vous accepte. Comment ? C'est impossible. Qui dit que c'est impossible ? Il faut évidemment sortir un peu du bois et dire que si on a un vin issu d'une vigne qui a été traité avec des produits... Vous savez, demandez aux Chinois, je suis de Cognac, quand ils nous ont sorti l'affaire des phtalates, en disant qu'ils allaient refuser tout Cognac qui, dans sa vie, même en vin, avait été au contact de tuyauteries qui contenaient des phtalates, parce que toutes les tuyauteries en viticulture en contenaient, on a trouvé que c'était pas très gentil, mais on s'est lancé à faire des analyses et à éliminer tous les lots qui avaient des traces de phtalates. Donc pourquoi la France ne mettrait-elle pas ces exigences, au risque peut-être de déplaire à ses collègues européens, mais aussi au bénéfice de protéger ses producteurs, parce que sinon vous allez assister, vous savez, l'Hérault, vous voyez, je suis de Cognac. Et chez moi, les viticulteurs vont acheter chez vous des vignes pour les replanter en Cognac. Je ne dis pas ce qui va rester quand ils auront arraché vos vignes et qu'ils seront partis en Cognac. Est-ce que c'est la jachère, la friche, les bois, et au point de vue activité économique. Donc il faut arrêter ça. Et vos producteurs sont directement concurrencés par nos voisins espagnols, avec des distributeurs qui ne sont pas très fair-play, puisqu'ils ont des emballages qui évoquent fortement le vin français. Les mous concentrés. Là aussi, je peux vous en parler un peu savamment, puisque la région de Cognac envoie ses excédents, aime transformer ses excédents en mous concentrés. Alors la question de savoir si on devrait autoriser le sucrage à partir de saccharose, non. Donc pour nous, ça a été une erreur de supprimer l'aide aux mous concentrés, puisque en gros, c'est une aide qui est transférée de la viticulture aux producteurs de sucre, qui ne sont pas forcément les producteurs européens, qui peuvent être des producteurs de sucre de canne. Donc on demande simplement, nous, à ce qu'on ait un soutien qui permette cette technique des mous concentrés, qui en plus est quand même assez naturelle, puisque enrichir un vin en degrés avec un autre vin, c'est quand même mieux que d'y balancer 25 kg de sucre dans la cuve. Madame Oconi, vos nombreuses questions. Alors, sur la volatilité, l'information du consommateur,
qu'est-ce que vous allez indiquer à un consommateur qui va acheter un fromage comme un maroilles? Qu'est-ce que vous allez lui indiquer comme prix de départ du lait? Qu'est-ce que ça va lui dire? Il n'y a plus de rapport, parce qu'il a fallu à peu près 10 litres de lait pour faire le kilo de maroilles. Donc, cette transparence-là, je parlais des abricots, celle-là, peut-être. Mais encore, va-t-on parler de ce qui est payé à la sortie du champ, de ce qui est payé à la sortie de la station de conditionnement, de ce qui est payé à la sortie du premier grossiste, où on pourra dire le premier grossiste, c'est encore presque le producteur. Je pense que ça informera peut-être le consommateur, ça le troublera certainement de voir qu'un abricot payé à 30 centimes au producteur arrive à 3 € sur l'étal. Mais je ne pense pas que ça règle beaucoup. Et souvent, on est quand même dans des produits alimentaires aujourd'hui assez sophistiqués, issus de pas mal de transformations. Donc, on perd la lisibilité. Je rabâche, mais il doit y avoir un système vertueux mis en place pour qu'on ne puisse pas se trouver avec un prix de départ trop faible. D'ailleurs, dans une des demandes qu'on fait aux États généraux de l'agriculture, de l'alimentation, pardon, c'est que l'Observatoire de la formation des prix et des marges voit ses moyens renforcés. Figurez-vous que cet observatoire, qui fait un travail quand même considérable, c'est 3 équivalents temps plein. Pauvre France. Et un budget limité qui fait que, par exemple, lorsque on observe le circuit de la viande, c'est Kantar, vous savez, le panéliste, qui nous fournit les chiffres, les données, mais comme on n'a pas les moyens de payer le prix suffisant, Kantar dit « moi, je vous fournis des listes, mais je ne vous dis pas la nationalité des viandes ». Ça veut dire qu'on travaille on raisonne sur des marges de viande à partir qu'on considère comme faites dans le circuit français, sachant que dans l'étal, il pouvait y avoir de la viande argentine, brésilienne, parce qu'on n'a pas les moyens. Kantar peut très bien dire ça, mais on n'a pas les moyens de. Donc, on n'a pas non plus les moyens, finalement, d'identifier précisément la relation et les transmissions de prix entre le producteur et le consommateur. L'Observatoire français des prix et des marges essaye de sectionner tout le parcours des produits, de voir qui fait quoi et qui prend quoi au passage, reconnaît que dans le cas du lait, où à partir d'un litre de lait entier, déjà une bonne partie se retrouve demi-écrémée, donc la moitié de la crème prend une autre direction, où le lait est aussi décomposé avec un certain nombre de protéines nobles qui partent dans l'industrie à forte valeur ajoutée, pharmaceutique éventuellement, ou dans des produits agroalimentaires. C'est très difficile à trouver. Et l'Observatoire des prix et des marges, aujourd'hui, quand on les interroge en disant « mais si on met, par exemple, 10% de plus sur le prix du lait, la répercussion à due concurrence aux consommateurs, elle est de combien ?» Ils disent on n'a pas les moyens de le calculer et de le trouver. Donc on demande qu'on ait cette transparence, pas pour le consommateur, mais pour les décideurs, que vous êtes vous, que sont nos responsables au niveau du gouvernement, les arguments qu'on peut avoir aussi pour faire valoir nos idées à Bruxelles. On a besoin de tout ça, on en est incapable aujourd'hui. Donc, bien. Sur la surtransposition, oui, j'évoquais donc la façon dont la France le fait, les engagements politiques pris lors des dernières élections, mais qui déjà étaient lancés avant, puisqu'il existe ce qu'on appelle le CORENA, dont je vous déroulerai plus la signification du sigle, mais qui est chargé, alors qui était sous la présidence d'un ancien préfet, le préfet Beach, auquel là aussi nous participons, mais je pense que les élections ont créé une sorte de vide et le préfet Beach ne doit pas savoir s'il sera renommé, le CORENA pour l'instant ne fonctionne plus, mais on se rend compte que c'est quand même un peu les 7 travaux d'Hercule, hein, parce que pour beaucoup, je suis désolé de le dire, mais pour beaucoup de surtranspositions que l'on soulève, les premiers à nous dire « ah non, 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 c'est pas surtransposé, c'est pas possible »,
c'est les représentants de notre administration franco-française. Les mêmes, sans doute, qui ont participé à la surtransposition. Je pense à tout ce qui est politique environnementale notamment, où on sent qu'on est dans une sorte de cour fermée dont on ne peut pas pousser les murs. Sur le glyphosate, je pense que là, on a un traitement, enfin typiquement un traitement politique d'un sujet qui est scientifique, agronomique, parce que je pense que ça, on dit le glyphosate est un pesticide. Alors, bon, moi, le mot pesticide me gêne, sauf si, lorsque je vais chez le médecin, il me fournit une ordonnance de pesticides à reprendre chez le pharmacien. Je dis, bon, alors dans ce cas, je veux bien qu'on appelle nos produits pesticides. Bon, moi, je préfère parler de produits phytosanitaires. Or, le glyphosate est un produit particulier parce que c'est un herbicide total. C'est-à-dire qu'en gros, le glyphosate tue tout ce qu'il touche. Or, les autres produits phytosanitaires dont on parle, dont on craint de retrouver des résidus dans notre alimentation, sont des produits qui sont sélectifs, donc qui tuent un certain nombre d'herbes indésirables, mais qui préservent la plante. Donc la plante préservée, forcément, on va avoir absorbé une partie de ce produit. C'est impossible avec le glyphosate en Europe, c'est possible aux États-Unis, c'est possible dans un certain nombre de pays qui ont adopté les maïs génétiquement modifiés pour résister justement au glyphosate, qui était quand même une bonne, de la part des fabricants de glyphosate, ça avait été quand même quelque chose d'assez génial de dire finalement, je vous vends deux choses en même temps, la semence et puis le produit pour nettoyer. Mais en Europe, ça n'est pas possible, on ne peut pas retrouver de glyphosate dans notre alimentation parce que ce produit tue tout ce qu'il touche. Et il est devenu aujourd'hui pour les agriculteurs une sorte de moyen aussi incontournable que leur tracteur ou que leur ordinateur, puisque maintenant on a un tas de choses qu'on est obligé de faire en ligne, dans la mesure où il est à la fois irremplaçable et où, discrètement, ont disparu d'autres produits équivalents. On avait antérieurement d'autres herbicides totaux qui ont été considérés comme beaucoup plus gênants que le glyphosate et qui ont été supprimés. Si bien que on a beaucoup parlé de l'agroécologie, du 4 pour 1000, c'est-à-dire cet objectif d'enrichir tous les ans la terre. Oui, il va falloir que j'arrête. Parce qu'il y a une autre question, donc je veux pas vous... Donc, pour nous, arrêter le glyphosate, ce serait une colossale erreur agronomique et aussi une grosse erreur politique. Je ne voulais pas vous presser, c'est très intéressant, mais on a aussi d'autres questions. Et donc la dernière question de cette séance pour Graziella Melchior de La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir eu un mot, Monsieur, sur un peu la misère dans le monde et puis la faim dans le monde, puisque c'est vrai que là, on a un petit peu une discussion, je ne vais pas dire d'enfants gâtés, mais c'est bien d'y penser. Que nous, on veut manger sain, mais il y en a qui aimeraient bien manger tout court. Alors moi, je suis députée dans le Finistère. C'est une terre de coopération agricole, alors dans tous les secteurs, lait, viande, légumes. Or, dans le document que vous nous avez remis, vous dites souhaiter faire la lumière sur les nombreuses dérives de la coopération agricole. Or, ce sont les producteurs qui sont les administrateurs de ces coopératives. Alors, quelles sont les dérives que vous souhaitez dénoncer ou quelles sont les dérives que les administrateurs ont laissé filer? Et qu'attendez-vous de l'audit financier que vous préconisez? Merci. Merci, Madame la députée, de poser cette question qui va me permettre de peut-être vous un peu mieux identifier les problèmes qu'on rencontre avec certaines coopératives. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le statut de la coopération n'a pas évolué quasiment depuis qu'il existe. Mais les coopératives, elles, ont sérieusement évolué. Je fais partie d'une génération dont, en général, c'était les parents ou les grands-parents qui fondaient des coopératives. Et l'objet de la coopération et de la coopérative, c'était d'être le prolongement de l'exploitation agricole et de faire mieux ensemble que seul, et d'échapper aussi à la pression, quelquefois difficile à tenir, du monde privé du négoce. Sauf que, entre ces coopératives de nos grands-parents et les coopératives d'aujourd'hui,
pour certaines, je répète. Pour illustrer mon propos, je crois que nous avons en France 2800 coopératives, mais si vous prenez les 13 premières, elles réalisent à elles toutes seules 50% du chiffre d'affaires total des coopératives. 13, 2800. Alors vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et que ce n'est pas les 2800 coopératives qui posent un problème. C'est parmi ces 13 qu'on identifie des problèmes. Alors vous avez des coopératives qui ont, à partir de leurs résultats issus évidemment de la contribution des adhérents, qui sont une coopérative sans adhérents n'est rien, puisqu'elle n'a pas de matière ou à transformer ou simplement à vendre. Lorsque une coopérative, à partir des résultats qu'elle a obtenus, investit dans des filiales qui ne sont plus sous le contrôle des administrateurs, qu'est-ce qui se passe? Bien, elle se développe. On assiste à des coopératives qui sont des multinationales. Qui est le numéro 2 du sucre dans le monde? Coopérative française, Tereos, pour ne pas la citer. Numéro 2 mondial du sucre. Vous comprenez que le secteur du sucre, ce n'est pas les arachides, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Comment l'administrateur, comment l'adhérent de base, parce qu'avant l'administrateur, il faut déjà parler de l'adhérent, parce que c'est l'adhérent qui va élire les administrateurs. Comment l'adhérent de base peut-il s'y retrouver lorsque sa coopérative investit dans des plantations et dans de l'exploitation de canne à sucre et qu'il est producteur de betteraves à Amiens? Cet adhérent, déjà intellectuellement, il faut qu'il sorte vraiment de ses champs, mais il faut aussi qu'il se sorte la tête de son métier d'agriculteur pour commencer à se dire la coopérative dont je suis adhérent. Alors je dis, admettons que cet adhérent soit administrateur, ce qui peut être le cas. Alors, s'il doit désigner un administrateur par un vote, en général maintenant, comme les coopératives sont importantes, on constitue des petites sections qui sont. Et puis les administrateurs candidats, en principe, sont cooptés, c'est-à-dire qu'on ne demande pas au sein de la section qui veut être administrateur, mais on dit on vous propose au poste d'administrateur un tel, telle liste. Et comme les gens n'identifient plus ni le périmètre, ni l'activité, ni même les grands paramètres qui permettent d'identifier ce qui est rentable ou ce qui ne l'est pas, en gros, ou ils ne vont plus aux assemblées de section, ou ne serait-ce que parce que les jeux sont compliqués dans la coopération, ne serait-ce aussi peut-être que quelquefois parce qu'ils souhaitent ne pas se faire remarquer par les dirigeants, va laisser aller. Alors on se retrouve avec des administrateurs qui soit sont complètement déconnectés, ignorent ce qui se passe, soit on fait, on va dire, une diversification réussie et ne trouvent plus leurs revenus dans leur ferme, mais dans leur exercice de la fonction d'administrateur. Donc le problème, c'est vraiment ce détournement vers des filiales qui échappent au contrôle des administrateurs. Et après, on identifie dans les coopératives les plus importantes, donc des responsables administratifs de bon niveau. Hein, les directeurs sont des gens qui ont fait, si pas Polytechnique, ils ont fait de grandes écoles de commerce prestigieuses. Normalement, leur mandant, c'est les agriculteurs, mais ils se sentent un petit peu en difficulté face à ces gens qui ont quand même un ascendant intellectuel fort sur eux. Et ça, c'est la partie administrative. Et dans la partie des responsables agriculteurs, vous avez des gens qui sont totalement déconnectés des réalités de l'agriculture. Vous avez, une coopérative a dit à ses adhérents qui se plaignaient de cette filialisation, mais on ne vous paiera pas plus cher, ça vous prenez le prix qu'on vous donne, mais si vous voulez en profiter, achetez des actions de nos filiales. Hein, vous voyez la dérive. Donc nous, on souhaite un audit financier, mais on souhaite aussi, c'est une revendication qu'on a depuis longtemps, qu'au sein du Haut Comité de la coopération agricole, qui s'appelle le HCCA, qui a été mis en place par une loi d'orientation agricole il y a longtemps, et qui est normalement censé assurer vérifier que l'éthique de la coopération est bien respectée par les coopératives, on demande à ce qu'il
qu'il y ait un représentant de chaque syndicat représentatif, parce que pour l'instant, l'éthique de la coopération se vérifie entre coopérateurs, c'est-à-dire qu'on est en totale consanguinité, il n'y a pas de regard extérieur. Donc c'est la deuxième chose qu'on demande. Et les coopératives devraient être une solution et aujourd'hui sont devenues un problème. Quand on compare les prix payés par les coopératives et les privés, on se rend compte que c'est à peu près semblable, souvent légèrement supérieur dans le privé. Mais pourquoi le privé irait-il payer beaucoup plus cher? Je compare deux intervenants conséquents dans le domaine du lait, Lactalis et Sodial. Mais pourquoi Lactalis paierait-il plus cher que Sodial? Puisque Sodial ne paye pas très cher, on en fait autant et c'est autant de bénéfices en plus. Mais ce sont des bénéfices qui échappent aux adhérents. Merci monsieur. On va vous applaudir et vous remercier de la clarté de vos propos. Merci d'être venu et à très bientôt. On se retrouve dans presque une heure, un peu plus, à peine. Et puis on essaiera de commencer à l'heure parce qu'on a un programme chargé cet après-midi. Donc bon appétit à tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté. Merci. Et bon appétit. Merci.